Il est inoffensif. Invisible, en fait. Comme un meuble qui paie les factures. Je l'ai entendu à 3 mètres de distance. Non, je n'ai pas laissé tomber le sac. Non, je n'ai pas claqué la porte. Je ne suis pas entré en trompe dans le salon pour lui demander pour qui diable elle se prenait. Je me suis juste arrêté au coin du couloir. Elle était sur haut-parleur, en train de rire comme si elle n'était pas en train de me découper nonchalamment en petits morceaux à chaque syllabe. Sa voix avait cette légèreté feinte qu'elle utilisait toujours en parlant à son amie Manique. Celle qui portait trop de parfum et m'appelait Marthe comme si nous étions potes. Elle ne sait pas que je suis là. Je me suis dit que c'était la première pensée claire dans ma tête. Je n'avais pas prévu de rentrer de Chicago un jour plus tôt, mais la réunion s'est terminée en avance et j'ai pensé la surprendre, lui apporter de la nourriture thaï de ce restaurant qu'elle aimait, celui qu'elle disait toujours être trop loin pour la livraison. J'avais le satané sac à la main. L'ami de Claire a ri en retour, un caquettement sonore qui a rebondi sur les murs du salon. Hug, les hommes, au moins le tien paie les factures. Ce à quoi Claire a ajouté, ouais, enfin, il est juste là, comme le ronronnement d'un frigo en arrière-plan. Tu ne le remarques que quand il s'arrête de fonctionner. D'autres rires, puis quelque chose sur des projets de week-end au spa et enfin faire quelque chose d'amusant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai juste écouté ma femme démanteler mon existence avec des métaphores. Un frigo, un meuble, inoffensif. Je n'ai même pas eu l'honneur d'être détesté. Juste ignoré. Vous voulez savoir ce qui m'a brisé? Ce n'était pas l'insulte. C'était la désinvolture avec laquelle elle l'a dit. Pas de méchanceté, pas de drame, juste de l'ennui. J'étais le bruit de fond de ma propre vie. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a fait une chose que je ne savais pas qu'il pouvait faire. Ça s'est éteint. Pas comme un interrupteur, plutôt comme un disjoncteur qui saute silencieusement dans le grenier. Pas d'étincelle, pas de flamme, juste l'obscurité là où il y avait de la lumière. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à la chambre, j'ai posé la nourriture thaï sur la commode, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé les portes fermées du placard. Et je suis resté comme ça, je ne sais combien de temps, 1 heure, 3. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté par pitié. Ce n'était pas de la tristesse. Pas vraiment. Ce n'était même pas de la colère. C'était une prise de conscience. Comme voir son propre nom sur une pierre tombale et penser, tiens, alors c'est comme ça que ça se termine. C'est étrange, les choses auxquelles votre cerveau s'accroche quand il se détache de tout le reste. Mes yeux se sont fixés sur le coin du tapis où le chien avait l'habitude de gratter avant qu'elle ne s'en débarrasse parce que ses poils la stressaient. L'empreinte dans le matelas où je dormais toujours. Le bruit de ses talons qui claquaient à l'étage alors qu'elle allait se coucher, complètement inconsciente que j'avais tout entendu. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait une liste, pas à voix haute, pas sur papier, juste dans ma tête. Une liste de contrôle silencieuse des choses que j'avais déjà en place. L'argent liquide d'urgence dans la vieille boîte à chaussures. Le double du passeport que j'avais commandé quand le mien avait été accidentellement ruiné dans la machine à laver il y a 2 ans. La boîte postale dont elle ignorait l'existence, le 2e compte d'épargne que j'avais ouvert après qu'elle s'était moquée de mon désir de budgétiser. Et le mot que j'écrirais, 5 mots, sans émotion. N'appelle pas, ne cherche pas. C'est là que j'ai su que je ne la quittais pas. Je sortais de la version de moi qu'elle avait créée. Maintenant, avant de continuer, je ne fais pas ça d'habitude, mais apparemment plus de 97% des gens qui écoutent ces histoires n'appuient jamais sur le bouton d'abonnement. Si vous êtes l'un d'entre eux et que vous voulez plus d'histoires brutes et réelles comme celle-ci, appuyez simplement dessus. Cela aide notre équipe plus que vous ne l'imaginez. Et nous ne faisons que commencer, car ceci n'allait pas être l'histoire d'un homme qui s'effondre. Ce serait l'histoire d'un homme qui disparaît si complètement, si précisément, que lorsqu'elle remarquerait enfin mon absence, il serait déjà trop tard pour me retrouver. Je n'ai pas dormi, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne le voulais pas. On dort quand on a besoin de repos. Je n'avais pas besoin de repos. J'avais besoin de sortir. L'horloge affichait 1h47 du matin quand j'ai ouvert le tiroir du bas de ma table de chevet. Le tiroir que Claire ne touchait jamais. Il avait un double fond, du contreplaqué bon marché, facile à fabriquer. En dessous se trouvait l'enveloppe, $600 en petites coupures,
2 cartes Visa préchargées et un passeport qui n'avait jamais été tamponné. Pas mon passeport habituel. Celui-ci avait été délivré quand Claire avait accidentellement passé l'original à la machine à laver en 2019. C'était la même année où elle avait cessé de m'appeler par mon nom et avait commencé à dire des choses comme « Eh, tu peux t'occuper de ça », comme si j'étais un chien qui faisait les courses. J'ai sorti l'enveloppe, je l'ai posée proprement sur le lit et je me suis dirigé vers le placard. Un sac de sport, quelconque, noir. J'ai fait un bagage léger. Pas en mode survivaliste, pas paniqué, juste précis. Un jean, 2 chemises, un kit de rasage, un sweat à capuche. J'ai laissé la montre qu'elle m'avait offerte à Noël dernier. Celle avec la gravure qui disait « Pour toujours ». Voyez-vous, cette inscription ne signifiait rien. C'était le 3e cadeau qu'elle avait acheté avec mon propre argent et avait oublié d'emballer. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. La rue était d'un calme absolu, immobile, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis je me suis assis au comptoir de la cuisine et j'ai pris un post-it. J'ai écrit lentement, en lettres capitales, « N'appelle pas, ne cherche pas », j'ai posé mon alliance à côté. Pas pour le drame, juste pour rendre quelque chose qui, de toute évidence, n'avait plus la même signification pour elle qu'autrefois pour moi. Je n'ai pas ajouté de signature. Ça ne servait à rien. Elle saurait. La dernière chose que j'ai faite avant de partir a été de déverrouiller la porte du sous-sol, de descendre et de couper le disjoncteur principal. Ce n'était pas par méchanceté, c'était pour le silence. Je voulais qu'elle se réveille dans une maison qui semblait aussi vide qu'elle m'avait fait me sentir pendant des années. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi avec une douceur absurde, comme si je bordais un enfant. Ça m'a fait rire un peu. Le premier son que j'avais émis depuis des heures. Ma voiture avait déjà le plein. Une autre habitude dont elle s'était moquée. Qui fait le plein la veille au soir? C'est tellement névrosé. Je le faisais parce que j'aimais être prêt quand il était temps de partir. Et maintenant, il était temps. À 3h20 du matin, je passais devant des panneaux de sortie que je ne reconnaissais pas. Direction le nord. Pas de radio, juste le son du vent qui fendait la vitre ouverte et les pneus qui vrombissaient comme s'ils avaient enfin un but. J'aurais pu aller à l'ouest. J'aurais pu faire demi-tour. Mais non, j'ai conduit vers le nord parce que ça ne me rappelait rien. Pas de famille là-bas. Pas de souvenirs partagés. Juste de l'espace. L'engourdissement ne ressemblait pas à de la douleur. C'était comme une immobilité. Comme être sous l'eau assez longtemps pour en oublier le poids. Elle m'avait érodé pendant des années. Lentement, chirurgicalement, se moquant de mes routines, riant de ma gentillesse, ignorant ma présence comme si j'étais une chaussette égarée qu'elle ne prenait pas la peine de jeter. Et j'avais tout absorbé jusqu'à ce que ces mots, ceux que je n'étais pas censé entendre, prennent enfin la décision pour moi. Pas une confrontation, une décision. Au lever du soleil, j'ai passé un panneau indiquant « Bienvenue dans le comté de Fletcher ». Je n'y étais jamais allé. Je n'avais pas l'intention de rester, mais je me suis arrêté dans un dîner et j'ai commandé un café noir, juste pour sentir la chaleur sur mes mains. La serveuse m'a appelé « chérie ». Elle ne me connaissait pas. C'était tout l'intérêt. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je l'avais laissé à la maison, branché sur la table de chevet comme un leurre. Elle le trouverait et supposerait que j'étais à proximité. C'était bien. Laisser mariner là-dedans un moment. Plus je conduisais, plus je me sentais léger. Pas comme si je gagnais quelque chose, mais comme si je déposais enfin quelque chose. Un poids que je ne savais pas souder à ma poitrine jusqu'au moment où je m'en suis éloigné. Il y a un silence spécifique qui vient après la trahison. Pas le genre qui supplie une conclusion, mais le genre qui cesse simplement de s'en soucier. On ne crie pas dedans. On ne pleure pas. On ne supplie pas. On écoute simplement. Et pour la première fois depuis des années, on n'entend rien d'autre que sa propre respiration. Et c'est là qu'on sait qu'on est libre. Claire s'est réveillée dans le silence. Pas de café en préparation, pas de douche qui coule, pas le doux clic de la porte de la chambre quand je partais tôt pour ne pas la réveiller. Au début, elle a probablement pensé qu'elle s'était réveillée en retard. Peut-être que j'étais déjà parti au travail. Mais quand elle s'est retournée et a vu le côté vide du lit, parfaitement fait, quelque chose a dû la piquer. Ce n'était pas mon genre de le laisser si bien rangé. Puis les détails ont commencé à s'accumuler. Mes vêtements, partis.
Chaque cintre qui tenait autrefois mes chemises se balançait légèrement dans le courant d'air du ventilateur de plafond. Mon kit de rasage n'était pas près du lavabo. Ma brosse à dents électrique manquait. Même le sweat à capuche beige qu'elle appelait toujours mon « costume de réconfort ». Pas froissé sur la chaise comme d'habitude. Puis vint le téléphone. Elle a ouvert l'application qu'elle utilisait quand elle s'inquiétait pour moi lors de mes voyages tardifs. En réalité, c'était sa laisse numérique. Mais maintenant, localisation désactivée. Dernier signal à 3h12 du matin. Puis plus rien. Silence de mort. Elle a envoyé un SMS. Un message qui n'a jamais affiché l'accusé de réception. Elle a appelé, directement sur la messagerie vocale. C'est là que son estomac a dû se retourner, car malgré toutes ses piques et ses petites insultes, Claire dépendait de ma constance. Pas par amour, ni même par respect, mais par routine. J'étais le métronome de son chaos soigneusement orchestré. Celui qui assurait le paiement des factures, le frigo plein et qui empêchait ces bêtises de dégénérer en crise. J'étais la personne qui disparaissait en silence. Et ce silence lui hurlait maintenant au visage. À 9h du matin, elle faisait les 100 pas dans la maison. Elle a vérifié l'allée. Ma voiture était partie. Elle a appelé les voisins, du moins ceux qu'elle n'avait pas aliénés. Les Wilkins d'en face ont dit qu'ils m'avaient vu partir tôt. Il a fait un signe de la main, a dit Monsieur Wilkins. Il n'avait pas l'air contrarié ou quoi que ce soit. Ça semblait être un mardi normal. Claire n'est pas allée travailler ce jour-là. Au lieu de cela, elle a appelé mon employeur. Elle s'attendait probablement à ce qu'il dise « il est en réunion » ou « laissez-moi vérifier ». Ce qu'elle a eu était pire. « Oh, Marc. Il a démissionné », a dit la responsable des RH. Il est venu vendredi dernier, a vidé son bureau, a tout rendu. Très poli. Il a dit qu'il passait à autre chose. Je peux imaginer l'expression figée de Claire. Mâchoire serrée, narines dilatées comme toujours quand le contrôle commençait à lui échapper. Elle les aurait remerciés les dents serrées, aurait raccroché et se serait assise lourdement sur le bord du lit. Au même endroit où je m'étais assis quelques heures plus tôt, quand l'interrupteur avait basculé. Ce qui lui faisait peur, ce n'était pas que j'étais parti. C'était que je n'avais laissé aucun fil à tirer. Ce soir-là, elle a commencé à faire ce que Claire faisait toujours de mieux, contrôler le récit. Elle a appelé son amie Manique, la même de la trahison au haut-parleur, et a dit « Ouais, il traverse une mauvaise passe. Crise de la quarantaine. Je trouve qu'il est bizarre ces derniers temps. » Manique a gobé tout ça. Bien sûr, elle attendait ce moment comme un enfant regarde un feu de camp. Claire a posté une story sur Instagram, une photo de petit déjeuner mise en scène avec une légende du genre « Dimanche self-care ». Même si c'est mardi, lol. L'arrière-plan montrait un bouquet que je n'avais pas acheté. Elle a brodé du mieux qu'elle a pu. Il avait besoin de temps. Il se cherchait. Les hommes deviennent bizarres à 40 ans. Mais c'est le problème quand on perd le contrôle lentement. On ne se rend compte qu'il est parti que lorsque le sol sous ses pieds est creux. Cette nuit-là, elle a appelé mes parents. Ils n'avaient pas eu de mes nouvelles non plus. Elle s'attendait probablement à ce qu'ils paniquent, qu'ils se rallient à elle pour m'aider à me retrouver. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont dit calmement que j'avais peut-être juste besoin d'espace, qu'ils respecteraient ma vie privée, que parfois les gens n'ont pas besoin d'être trouvés. Parce que voici ce que Claire n'a jamais compris. Être silencieux n'est pas la même chose qu'être faible. Elle pensait que le silence signifiait la soumission. Que la retenue était de la passivité. Que ce n'est pas parce que je ne me battais pas bec et ongle pour le respect que je ne remarquais pas quand elle me le retirait, morceau par morceau. Elle pensait qu'elle avait encore le contrôle. Et c'est précisément pour ça que l'histoire ne s'est pas terminée par une explosion. Elle a commencé par une. Le moment où elle a réalisé qu'elle ne m'avait pas seulement perdu, mais qu'elle ne m'avait jamais vraiment eu. Il a fallu environ une semaine pour que l'hémorragie financière commence. Au début, c'était subtil. Une transaction refusée à l'épicerie, un prélèvement ulu rejeté. Claire a probablement mis ça sur le compte d'un bug de la banque. Elle a toujours supposé que le monde faisait des erreurs, pas elle. Mais quand sa carte a été refusée au salon de manucure un vendredi après-midi, et que la réceptionniste lui a lancé ce petit sourire en coin qui disait « fonds insuffisants », la panique a commencé à s'infiltrer. Elle a appelé la banque depuis le parking,
s'attendant à moitié à houspiller un pauvre conseiller pour qu'il règle le problème. Mais l'homme au bout du fil n'était pas énervé. Il était calme, désolé. Je vois ici que le compte joint a été restructuré conformément à l'accord signé au dossier. Depuis jeudi dernier, vous n'êtes plus listé comme co-titulaire active. Claire a ri de ce rire aigu et cassant qu'elle utilisait quand elle ne comprenait pas quelque chose et ne voulait pas paraître stupide. Excusez-moi, ce n'est pas possible. C'est mon compte joint avec mon mari. Oui, madame. Étage M. Leçon à exécuter l'accord de séparation avec votre approbation préalable. La signature au dossier correspond au cachet du notaire daté d'août de l'année dernière. Août, a-t-elle lâché. De quoi parlez-vous? L'homme a fait une pause. Elle pouvait l'entendre hésiter, peut-être jeter un coup d'œil à un responsable. Souhaitez-vous que nous vous envoyions une copie scannée des documents? Oui. Immédiatement. Elle a raccroché et s'est assise dans sa Lexus, fixant ses ongles. Ils étaient à moitié faits, une main peinte, l'autre nue, une métaphore littérale de l'état de sa vie, si elle avait été capable de le voir ainsi. Le temps qu'elle rentre à la maison, le scan était arrivé. Elle l'a regardé, incrédule. Sa signature, ses initiales, le document intitulé « Ajustement financier matrimonial préliminaire, non contentieux ». Elle le reconnaissait, en quelque sorte. Il avait été glissé dans une pile de papier de refinancement l'année dernière, alors qu'elle était occupée au téléphone et pressée d'arriver à son cours de pilates. Je lui avais dit que c'était standard, juste quelques mises à jour au cas où nous aurions besoin de montrer des titres de propriété clairs à la banque, et elle avait hoché la tête, signé, en levant à peine les yeux. Claire ne lisait jamais les petits caractères. Elle supposait simplement que c'était le travail de quelqu'un d'autre de s'occuper des détails. J'étais quelqu'un d'autre. Elle a envoyé un texto à Monique, « T'es-tu déjà fait refuser ta carte devant une fille de 22 ans avec des fossiles et un complexe de supériorité ?» Monique a renvoyé un emoji qui rit. Claire n'a pas ri. Le prélèvement automatique de l'hypothèque est passé, cependant. Ça l'a déconcertée. Elle a vérifié le portail en ligne. Oui. La maison était toujours payée. Mais quand elle a essayé de payer la facture d'électricité, le portail n'a pas traité le paiement. Pareil pour l'eau, Internet. Même sa carte Apple avait été suspendue pour non-paiement. Sa confusion s'est transformée en panique totale lorsque le service des eaux de la ville lui a dit que le titulaire du compte avait changé le mois dernier. Nous aurons besoin d'une autorisation écrite pour rétablir l'accès. Elle s'est assise par terre dans la cuisine, tremblante. Puis elle a appelé Miles, leur comptable, ou plus exactement, mon comptable. L'homme que j'avais rencontré à l'université et que j'avais intégré dans nos finances parce que Claire disait, il est ennuyeux, mais l'ennui, c'est bien pour les impôts. Il a répondu après 2 sonneries. Claire, comment ça va? C'est à vous de me le dire, a-t-elle lâché. Pourquoi je ne peux pas accéder à mon propre argent? Miles est resté silencieux. Miles? Il s'est raclé la gorge. Marc a soumis une demande formelle de séparation des actifs en janvier. Vous l'avez autorisé. J'ai fait quoi? Vous avez paraphé l'autorisation lorsque nous avons révisé votre planification successorale pour la vente de cet appartement. Je vous ai envoyé les documents à tous les deux. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Pourquoi aurais-je signé ça? Je ne sais pas, a dit Miles prudemment. Il m'a dit que c'était une formalité. Juste au cas où. Claire n'a pas répondu. Elle regardait le bol en céramique sur le comptoir, celui que j'avais acheté dans ce marché aux puces à Asheville, et soudain, elle l'a détesté. Elle a détesté son apparence calme. Elle a détesté l'immobilité de tout, même alors que le sol sous ses pieds commençait à basculer. La panique ne concernait pas seulement l'argent. C'était la prise de conscience que je n'étais pas seulement parti. J'avais prévu de partir. Il y a des mois. Silencieusement, précisément. Elle avait pensé que c'était une disparition née de l'émotion, de la rage, du chagrin, de la fierté. Elle pensait que je dormirais dans un motel quelque part, attendant d'être retrouvée. Mais non, je n'avais pas disparu. J'avais débranché sa vie, circuit par circuit, pendant qu'elle parcourait les soldes et les offres de spa, complètement inconsciente que la maison qu'elle pensait gouverner avait été progressivement recablée pour fonctionner sans elle. Et maintenant, elle actionnait des interrupteurs dans le noir, se demandant pourquoi rien ne se rallumait. Dans les semaines qui ont suivi, Claire a appris à ses dépens que le silence ne reste pas privé. Il résonne.
À son bureau, les chuchotements ont commencé doucement. Un apéro manqué, une pause gênante quand quelqu'un demandait comment allait Marc, et elle forçait un sourire pincé. Les gens ont remarqué, le genre de personnes qui se nourrissent de remarquer, le personnel administratif, surtout. Ils étaient toujours les premiers à sentir l'odeur du sang. Certains pensaient que je l'avais quitté pour une autre femme. C'était la théorie la plus simple. Et Claire s'y est accrochée. Ça lui donnait un script, un rôle à jouer. L'épouse trahie et innocente. Elle pouvait pencher la tête, soupirer dramatiquement et dire des choses comme « il a juste besoin de temps pour se retrouver ». Ou « nous traversons quelques difficultés », des phrases assez vagues pour laisser l'imagination des gens tourner sans jamais leur donner quoi que ce soit de réel. D'autres murmuraient des rumeurs plus sombres, que j'avais vidé nos comptes de retraite et disparu à Belize, ou qu'elle avait dilapidé nos économies au jeu et que j'en avais finalement eu assez. Elle était sûre que celle-là venait de Paula des RH, qu'il avait toujours détesté pour avoir été promu avant elle. La réalité, bien sûr, était bien plus ennuyeuse. L'argent était intact, juste plus dans son orbite. Alors Claire a fait ce que Claire a toujours fait, elle a mis en scène. Elle a posté des photos de brunch avec des légendes comme « seul mais jamais seule trace de baiser » et a tagué des cafés au hasard qu'elle n'avait même pas visités ce jour-là. Elle portait le sourire qu'elle avait répété devant le miroir pendant des années. Celui qui disait « je contrôle la situation » même quand ses mains tremblaient dans son dos. Mais les murs commençaient à se fissurer. Ça a commencé avec la voiture. Elle est sortie d'un cours de yoga pour trouver sa Lexus disparue. Au début, elle a cru qu'elle avait été volée, a appelé le 911 depuis le parking, à bout de souffle. Mais le policier a été poli, presque ennuyé, quand il a expliqué que le véhicule avait été saisi plus tôt dans l'après-midi. Saisi, a-t-elle craché. Cette voiture est à moi. Non, madame, a-t-il répondu. Le leasing est au nom de Elson Industries. Elle n'est pas enregistrée à votre nom. Elle est restée là, pieds nus sur l'asphalte chaud, les clés pendant inutilement dans sa main, essayant de comprendre comment son SUV de luxe, son symbole de statut, son espace de sécurité mobile, venait de s'évaporer comme une hallucination. Elle a pris un Uber pour rentrer, en silence, assise sur la banquette arrière comme un bagage. Le chauffeur avait mis du jazz à la radio. Chaque note semblait être une moquerie. En rentrant, elle a fouillé le classeur que je tenais si obsessionnellement organisé. Enfin, que nous tenions, selon ses légendes sur les réseaux sociaux. Dans un tiroir, elle a trouvé le contrat de leasing. Le nom de la société sur la ligne, ma signature, ses initiales à côté. C'était une partie d'une liasse de documents qu'elle avait parcouru en diagonale, lisant à peine, lorsque nous avions changé la BMW. Elle a commencé à voir un schéma. Des documents qu'elle avait à peine regardés, des contrats qu'elle avait signés en faisant défiler Instagram. Des lignes et des clauses qu'elle n'avait jamais remises en question parce que questionner demandait un effort, et l'effort, c'était pour les autres. Le lendemain matin, elle a de nouveau essayé de poster. Quelque chose de spirituel, de distant. Mais les commentaires avaient changé. Fini les émojis de feu ou les réactions, Queen. Maintenant, c'était « et, ça va, et, envoie-moi un DM si tu as besoin de quelque chose ». Même Monique était distante. Les gens parlent, a-t-elle dit sèchement au téléphone. Tu devrais probablement dire quelque chose. Prendre les devants. Prendre les devants sur quoi? Monique a hésité. Sur le fait qu'il t'a quitté, que tu es en train de t'effondrer. Je ne m'effondre pas, a sèchement répondu Claire. Mais c'était le cas, et tout le monde pouvait le voir. La façade s'effritait de manière silencieuse et publique. Au brunch, elle a commandé un toast à l'avocat et n'a pas pu payer. A prétendu que sa carte devait être bloquée. Au travail, elle s'est emportée contre un stagiaire puis a pleuré dans les toilettes 10 minutes plus tard. Son mascara a taché sa manche. Elle s'est dit que c'était des allergies. Elle n'avait toujours dit la vérité à personne. Qu'elle ne savait pas où j'étais. Qu'elle n'avait pas eu un mot depuis la nuit de mon départ. Que chaque tentative de me contacter se heurtait à un mur de silence juridique et de distance polie. Parce que la vérité n'était pas seulement embarrassante. Elle était terrifiante. Je ne l'avais pas quittée pour quelqu'un d'autre. Je ne l'avais pas abandonnée sur un coup de tête. J'avais orchestré une sortie. J'avais disparu non pas avec colère, mais avec intention. Je m'étais effacé de l'écosystème de sa vie comme un homme se retire des photos sur lesquelles il n'a jamais voulu figurer.
Et maintenant, chaque tentative qu'elle faisait pour restaurer la normalité ne faisait que mettre en lumière les fissures. Chaque post mis en scène, chaque faux sourire, chaque selfie soigneusement filtré était un cri dans un vide où mon absence était plus bruyante que n'importe quelle légende. Et elle ne savait toujours pas la moitié de l'histoire. Pas encore. Parce qu'une disparition n'est complète que lorsque le monde remarque ce qui manque. Et le monde commençait à peine à poser des questions. 2 mois plus tard, Claire avait développé une routine, si on peut appeler ça comme ça. Les matinées commençaient tard. Elle n'avait plus de trajet. Elle avait pris un congé de son travail après ce que son patron a appelé des « événements personnels difficiles ». Code pour un effondrement public. Elle disait aux gens qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Mais la guérison implique une blessure. Claire n'avait pas admis qu'il y avait une blessure, seulement que le temps avait changé autour d'elle et qu'elle n'avait pas les bonnes chaussures. La cuisine était toujours impeccable. Elle la gardait ainsi, espérant que le contrôle sur les plans de travail se traduirait par un contrôle sur quelque chose de plus essentiel. Mais le frigo contenait surtout du vin et du yaourt. Le linge s'accumulait. Son ordinateur portable restait inutilisé sur la table de la salle à manger, son couvercle légèrement ouvert comme une bouche sur le point de dire quelque chose qu'elle ne dirait jamais. La sonnette a retenti à 10h42. Elle venait de s'asseoir avec son café. Elle a sursauté, renversé une goutte sur sa cuisse, juré. À travers le Judas, un coursier. Pas d'uniforme, juste un pantalon et un coupe-vent. Il n'avait pas l'air d'apporter de mauvaises nouvelles, ce qui était pire. Les pires nouvelles arrivent souvent dans des emballages polis. Claire elles sont, demanda-t-il. Elle a hoché la tête. Il lui a tendu une grande enveloppe blanche, épaisse et rigide. Signature requise. Elle a griffonné son nom sur la tablette. Il l'a remerciée et est parti sans cérémonie. L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour, juste son nom tapé dans cette police formelle et neutre que les avocats adorent. Elle l'a ouverte lentement, utilisant un coupe-papier qu'elle avait acheté un jour sur un coup de tête parce qu'il avait l'air cher. À l'intérieur, 15 pages de jargon juridique. Pas de mots, pas d'explications, juste un dossier soigneusement assemblé intitulé « Notification de transfert d'actifs finalisé ». Réallocation du trust Elson. Elle a parcouru, puis lu, puis relu. Son café a refroidi sur le comptoir. Le trust que nous avions créé des années auparavant, à l'époque où elle aimait encore l'idée d'investir dans l'avenir, n'était plus ce dont elle se souvenait. Selon les documents, je l'avais modifié 6 mois plus tôt. J'avais transféré la quasi-totalité des actifs résiduels réserves, dividendes, rentes dans une fondation privée. Un organisme à but non lucratif enregistré, effectif immédiatement après ma démission et mon départ. La mission de la fondation, soutenir les services pour les anciens combattants et leurs familles. Claire a cligné des yeux. Les anciens combattants. C'était mon truc. Discrètement, personnellement, une façon d'honorer mon oncle décédé. J'avais une fois mentionné la création d'un programme, quelque chose de modeste, peut-être des ateliers de transition de carrière ou une aide au logement. Claire avait levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, avait-elle dit un soir après 2 verres de Pinot. Si tu veux te sentir comme un héros, fais juste un don à la Croix-Rouge et passe à autre chose. Plus personne ne se soucie de ces trucs. Elle avait oublié la conversation. Pas moi. Elle a tourné à la dernière page. Une note dactylographiée, même pas signée. Juste de l'encre noire au milieu du papier blanc. C'est ce que tu n'as jamais vu. Ce qui comptait. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste un fait énoncé comme un verdict. L'enveloppe lui a glissé des mains. Elle s'est rassise sur la chaise de la cuisine, le souffle court, la gorge sèche. Elle voulait crier, voulait jeter les documents dans l'évier, y mettre le feu, les effacer de la réalité avec de l'eau de javel et du déni. Mais elle ne l'a pas fait, car quelque chose de pire que la rage s'installait, la honte. Une honte réelle et pure. Pas parce que je l'avais déjouée financièrement. C'était déjà évident. Mais parce que j'avais fait quelque chose de significatif, et qu'elle s'en était moquée. Parce que pendant qu'elle courait après l'esthétique, les abonnés et les soldes sur les coussins, j'avais construit quelque chose qui comptait. Et je ne l'avais pas fait après mon départ. Je l'avais fait avant. Pendant qu'elle levait les yeux au ciel devant mes week-ends ennuyeux et mes obsessions discrètes, j'avais conçu un avenir qui ne l'incluait pas, un avenir qui n'aurait pas besoin de se remettre de son absence. Elle a essayé de se dire que c'était de la manipulation.
Que tout cela faisait partie d'un stratagème élaboré pour la faire culpabiliser. Mais la culpabilité implique une intention de nuire. Et ce n'était pas de la nuisance. C'était de la clarté. Je n'avais pas pris son argent. J'avais pris le sens qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. Et maintenant, il ne lui restait plus que des meubles, des souvenirs filtrés et la prise de conscience croissante que pendant qu'elle était occupée à contrôler le récit, j'avais déjà réécrit la fin. Le message est arrivé un jeudi soir, un de ces soirs où Claire n'avait rien d'autre à faire que de prétendre qu'elle ne vérifiait pas mes anciens comptes ou ne cherchait pas mon nom en navigation privée. Elle avait commencé à le faire souvent ces derniers temps. Chercher la moindre miette de pain numérique, une mention dans un podcast, un communiqué de presse de la fondation, une photo taguée, n'importe quoi pour prouver que j'existais encore sous une forme traçable, familière, et idéalement, pleine de regrets. Elle ne s'attendait pas au texto d'Elena, une connaissance plus qu'une amie. Elle s'était un jour liée d'amitié autour de bougies hors de prix lors d'une vente de charité. Claire ne lui avait pas parlé depuis. Elena a vu ça, a pensé que ça pourrait intéresser. Attaché, un lien Vimeo. Claire a hésité avant de cliquer. Elle avait appris à se préparer à l'impact ces derniers temps, comme on le fait en passant devant un miroir sans savoir s'il reflètera le vous qui existe ou le vous qui s'effiloche. Elle a tapé dessus. La vidéo a chargé. L'écran s'est éclairé d'un éclairage de galerie doux et d'un public clairsemé. Peut-être 40 personnes assises en demi-cercle autour d'une petite scène. Sur la scène, moi, portant un pull gris qu'elle ne reconnaissait pas, barbe taillée, cheveux plus courts que dans son souvenir. J'avais l'air plus mince, en meilleure santé. Pas impeccable, pas accent grave l'œil, mais solide, centré, comme quelqu'un qui avait enfin expiré quelque chose qu'il retenait depuis des années. Une femme m'a présenté, Marc Elson, fondateur de l'initiative Elson pour le renouveau des vétérans. Ce soir, il partage un peu de son expérience sur la transformation personnelle et comment construire quelque chose de significatif l'a aidé après ce qu'il appelle un effilochage invisible. Claire s'est redressée. J'ai pris le micro, sans notes, sans script. J'ai souri légèrement. Pas le sourire que Claire qualifiait de poli et fade. Celui-ci était différent. Il avait de la présence. Je pensais que disparaître signifiait un échec, ai-je dit. Que ne pas être vu signifiait que je n'étais pas assez. Mais la vérité, c'est que parfois c'est l'environnement, pas la personne, qui échoue. On ne peut pas s'épanouir dans une pièce qui a déjà décidé qui vous êtes. Quelques hochements de tête dans le public. Quelqu'un a applaudi. Partir n'était pas une fuite, ai-je continué. C'était le premier véritable acte de visibilité. Pas pour les autres, pour moi-même. Claire a cligné des yeux. L'écran est devenu flou une seconde, pas à cause de la résolution. J'ai continué à parler, calme et assuré. Je leur ai parlé de la fondation, des logements de transition qui ouvraient enfin, des vétérans que nous avions aidés à obtenir une formation professionnelle, un soutien en santé mentale, une communauté. Elle a à peine entendu cette partie. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer, c'était la façon dont je me tenais. Pas voûté. Pas en m'excusant avec mes épaules. Pas en cherchant dans la pièce comme si j'attendais la permission de finir une phrase. Je n'étais pas brisé. J'étais né à nouveau. Elle a regardé la vidéo 3 fois de plus cette nuit-là. La rembobiné. A figé l'image quand j'ai ri à une question du public. A zoomé sur mes yeux. Il n'avait plus l'air fatigué. Elle n'a pas pleuré. Claire s'était endurcie contre les larmes. Mais il y avait maintenant un vide, une douleur lancinante qui n'avait pas de nom. Ce n'était pas seulement que j'avais tourné la page. C'était que j'étais devenu quelqu'un sans elle. Pendant des années, elle avait supposé que sa présence était le vernis, que j'étais juste une version brute d'un homme qu'elle avait sculpté en quelque chose de tolérable. Elle s'était vantée auprès de ses amis de m'avoir raffiné, de m'avoir appris le goût, de m'avoir appris à parler d'une manière que les gens écoutent. Mais j'étais là, en train de parler, et les gens non seulement écoutaient, mais ils respectaient. Elle a fait défiler les commentaires. Quelqu'un m'a qualifié d'authentique. Un autre a dit, nous avons besoin de plus de gens comme lui. Une femme nommée Laurel a laissé une rangée d'émojis d'applaudissements. Claire a cherché le nom de la fondation sur Google, a trouvé un site web. Propre, professionnel, construit avec intention. Elle a vérifié les membres du conseil d'administration, des noms reconnaissables. Il y avait une photo de moi à une cérémonie d'inauguration, à côté d'un jeune vétéran en uniforme.
Elle a fermé l'ordinateur portable, s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre. Il faisait nuit dehors, mais le genre de nuit qui vous donne l'impression que le reste du monde brille quelque part où vous n'êtes pas. Pour la première fois, elle a vraiment compris. Non seulement elle avait été quittée, mais elle avait été exclue. Je n'étais pas juste parti. Je m'étais élevé sans amertume, sans théâtralité, sans avoir besoin de lui prouver quoi que ce soit. Je ne la voulais pas en retour. Je n'avais pas besoin d'elle. Et ça, plus que tout ce qu'elle avait vu ou entendu au cours des 2 derniers mois, l'a finalement secouée. Elle n'avait aucune importance pour l'homme que j'étais devenu. Elle a failli faire demi-tour 2 fois en chemin, même avec le GPS qui égrenait les directions à son oreille. Les mains de Claire agrippaient le volant comme si elles essayaient de l'empêcher de dévier de sa trajectoire, que ce soit dans la circulation ou dans le passé. La dernière fois qu'elle avait vu Jacob Elson, c'était à leur mariage. Il n'avait pas souri une seule fois. Il n'avait pas dansé. Marc l'avait présenté maladroitement, son frère aîné. Une histoire compliquée. Claire s'en était fichue. Il n'était pas raffiné. Pas charmant. Elle l'avait immédiatement écarté. Le genre d'homme qui sentait le feu de bois et n'établissait pas de contact visuel. Trop brut, trop campagnard. Elle se souvenait qu'il était parti tôt sans dire au revoir. Ça lui avait plu. Moins de photos à recadrer. Maintenant, elle avait besoin de lui. L'allée de gravier a crépité sous les pneus alors qu'elle s'arrêtait devant la cabane. Pas pittoresque, pas de charme rustique, juste du bois, les intempéries et l'immobilité. Une seule lumière de Porsche vacillait dans le crépuscule. Elle est restée dans la voiture 30 secondes avant de sortir. Ses talons s'enfonçant dans le gravier comme s'ils n'avaient pas leur place ici. Ils ne l'avaient pas. La porte d'entrée s'est ouverte avant qu'elle ne puisse frapper. Jacob avait l'air plus vieux, mais pas plus faible. Ses yeux étaient plus vifs que dans son souvenir. Il n'a pas souri, a juste hoché la tête une fois et s'est écarté. Claire. Elle est entrée. Pas d'accolade, pas de bavardage, juste l'odeur de café noir et de cèdre. Il a fait un geste vers la table de la cuisine et lui a versé une tasse d'une cafetière en acier déjà posée là. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », a-t-il dit. « Moi non plus », a-t-elle marmonné, prenant le café, même si son estomac était noué. Ils se sont assis. Le silence s'est installé. « Il va bien », a finalement dit Jacob. Elle a hoché la tête trop vite. « Je m'en doutais. J'ai vu quelque chose en ligne. » Jacob a haussé un sourcil. « La galerie ?» Elle a de nouveau hoché la tête. Il avait l'air différent. Jacob l'a étudié un instant. Pas avec curiosité, avec calcul, comme quelqu'un qui examine une fissure dans un barrage et se demande combien de temps avant qu'elle ne cède. Il m'a dit, a poursuivi Jacob lentement, qu'un jour il partirait. Pas par dépit, pas pour te punir, juste pour cesser d'être effacé. Claire n'a pas répondu. Elle ne savait pas comment. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Elle détestait la chaleur de son visage. Il disait, a continué Jacob. J'ai l'impression d'être l'arrière-plan de ma propre vie, comme si elle était l'actrice principale et que j'étais juste le type qui porte les sacs de course. Claire s'est raidie. Je ne voulais pas qu'il se sente comme ça. Jacob a eu un rire court et sans humour. Claire, le problème quand on efface les gens, c'est que peu importe si c'était intentionnel. Ça arrive quand même. Elle a pris une longue gorgée de café, espérant que l'amertume lui donnerait quelque chose à quoi se raccrocher. Ce ne fut pas le cas. Puis Jacob s'est levé, s'est dirigé vers un tiroir, en a sorti une petite clé USB noire scellée dans un sac zippé transparent. Il m'a donné ça avant de partir, a dit Jacob en revenant à la table. Il a dit de te le donner si jamais tu te pointais en posant des questions. Claire l'a fixé. Qu'est-ce qu'il y a dessus, a-t-elle demandé doucement. Jacob n'a pas répondu tout de suite. Il l'a posé sur la table, l'a fait glisser avec 2 doigts, comme on distribue une carte dans un jeu qu'elle avait déjà perdu. Il a dit que ça t'aiderait à comprendre. La gorge de Claire s'est serrée. Comprendre quoi? Le visage de Jacob ne s'est pas adouci. Pourquoi il a arrêté de parler? Pourquoi il a arrêté d'essayer? Pourquoi il est parti? Elle a tendu la main vers la clé USB mais s'est arrêtée, les doigts en suspens. Est-ce que ça, a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. Est-ce que ça quoi, a demandé Jacob. Elle a dégluti difficilement.
Est-ce que ça montre qu'il tenait encore à moi? Jacob s'est adossé à sa chaise. Pour la première fois, son regard s'est adouci, mais pas avec gentillesse, plutôt avec une pitié mêlée d'épuisement. Ça montre qu'il a essayé pendant des années, discrètement, sans applaudissements, et qu'il a fini par comprendre qu'essayer n'était pas la même chose qu'être vu. La pièce a semblé soudain plus froide. Claire a pris la clé USB, s'est levée. Merci. Jacob ne s'est pas levé. Je ne l'ai pas fait pour toi. Dehors, le vent s'était levé. Des feuilles tourbillonnaient sur le gravier. Elle est montée dans la voiture, a posé la clé sur le siège passager et est restée un moment, le moteur en marche, ne sachant pas si elle voulait des réponses ou si elle voulait juste prétendre que la conversation n'avait jamais eu lieu. Elle a baissé les yeux sur le petit objet noir posé à côté d'elle. Elle était venue pour la clarté, mais elle commençait à réaliser que la clarté ne réconforte pas toujours. Parfois, elle ne fait que couper. Claire a attendu d'être rentrée chez elle pour brancher la clé USB. La clé est restée sur son bureau pendant 3 heures, intacte, pendant qu'elle tournait en rond dans sa maison comme un animal qui aurait oublié sa propre cage. Les lumières sont restées éteintes. Elle s'est versé du vin qu'elle n'a pas bu, a fixé son reflet dans la fenêtre et a essayé de se convaincre qu'elle se fichait de ce qu'elle contenait. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Quand elle l'a finalement inséré dans l'ordinateur portable, le dossier s'est ouvert instantanément. Des centaines de fichiers, de courts clips vidéo, datés et horodatés, organisés par mois et par année. Le plus ancien remontait à près de 5 ans. Le plus récent était simplement intitulé « Hier soir ». Elle a hésité, le curseur tremblant sur le premier fichier. Puis elle a cliqué. L'écran montrait leur ancien salon, le même qu'elle avait rénové 2 fois parce que les couleurs neutres étaient déprimantes. La caméra était inclinée depuis la bibliothèque, discrète, activée par le mouvement. Marc était assis sur le canapé, silencieux, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Hors champ, sa voix a rempli la pièce. « Tu peux pas faire ça ici? Tu gâches l'ambiance. » Mon Dieu, on dirait un stagiaire non rémunéré sur Zoom. Il a levé les yeux, a forcé un petit sourire. « Je finis juste le rapport d'audit. Je ne t'ai pas demandé ton emploi du temps, Marc. Je t'ai demandé d'arrêter de ruiner l'ambiance. » Le clip s'est terminé. Elle en a ouvert un autre. Dîner avec des amis. Rire, verre de vin qui trinque. Sa voix à elle, encore, enjouée, théâtrale. L'idée que Marc se fait du fun, c'est d'équilibrer des feuilles de calcul. C'est comme un robot avec un prêt immobilier. Des rires ont suivi, le sien étant le plus fort. Marc a souri poliment. Elle l'a vu maintenant. Ce petit tressaillement, presque imperceptible, alors que la caméra captait sa mâchoire se contracter une demi-seconde avant qu'il ne prenne son verre. Un autre clip. Un autre commentaire. Un autre mépris. Elle cliquait plus vite maintenant. L'un après l'autre. Le son de sa propre voix lui revenant en écho comme un enregistrement de tribunal. Se moquant de ses chemises, l'interrompant au milieu d'une phrase, plaisantant avec des amis sur le fait qu'il lisait les manuels d'instruction pour le plaisir. Chaque vidéo, un miroir tourné contre elle. Les clips se sont enchaînés. Le verre de vin tremblait dans sa main. Puis elle en a trouvé un intitulé simplement « Décembre ». La vidéo s'est ouverte sur la cuisine. Il était seul, se versant du café. La date correspondait à la semaine avant son départ. Son visage semblait creux, détaché, comme un homme répétant quelque chose qu'il avait déjà décidé de faire. Il a parlé doucement, à personne en particulier. Peut-être à la caméra. Peut-être à lui-même. Elle ne le voit pas. Peut-être qu'elle ne peut pas. J'avais l'habitude de penser que le silence était une reddition. Il s'avère que c'est juste un espace pour planifier. Il a expiré, souriant presque. Quand je partirai, je ne me vengerai pas. Je prendrai la paix. Elle se réveillera dans le silence. Et je ne serai pas là pour assister à sa confusion. Ce sera ma paix. Il a regardé droit dans la caméra, juste un instant, assez longtemps pour qu'on ait l'impression qu'il pouvait la voir assise là, maintenant, tremblante dans la lueur de l'écran de l'ordinateur portable. Puis il a tendu la main et a éteint la caméra. La pièce était silencieuse. Le souffle de Claire était court, irrégulier. Elle a rejoué la dernière ligne encore et encore jusqu'à ce qu'elle commence à ressembler à du bruit blanc. Musique, ce sera ma paix.
Sa paix à elle avait été le bruit. La sienne était l'absence. Elle a fermé l'ordinateur portable mais pouvait encore entendre sa voix. Stable, calme, dépouillée de tout ce qu'elle avait l'habitude de contrôler. La vérité était insupportable. Non pas parce qu'elle la condamnait, mais parce qu'elle révélait combien de temps il avait vécu dans cette décision silencieuse. Elle pensait qu'il était parti sur un coup de tête. Maintenant, elle savait que c'était une finale répétée pendant des années d'invisibilité. Le verre de vin lui a glissé de la main, s'est brisé contre le parquet. Elle n'a pas bougé, n'a pas tressailli, est juste restée assise là, entourée de morceaux, rejouant son propre rire des enregistrements qui résonnaient faiblement dans sa tête. Chaque mot qu'elle avait jamais prononcé était devenu la preuve dont il avait besoin pour disparaître. Et maintenant, même dans le silence qu'il avait laissé derrière lui, elle réalisait qu'il était toujours le seul à être entendu. La maison du lac était exactement la même. Ce fut la première trahison. Claire avait conduit les 4 heures entières dans un silence quasi total, la musique coupée à mi-chemin quand elle ne pouvait s'empêcher de chercher un sens dans les paroles. Elle s'attendait à chaque virage à voir l'endroit envahi, poussiéreux, abandonné, endommagé par l'eau, négligé comme elle se sentait. Mais il se tenait là, bois poli, brillant, pelouse parfaitement tondue, volets repeints. Les carillons éoliens pendaient toujours sur le porche, seulement maintenant il sonnait une mélodie différente. Moins de vent, plus d'avertissement. Elle a déverrouillé la porte avec la vieille clé, s'attendant à moitié à ce qu'elle ne fonctionne pas. Elle a fonctionné. À l'intérieur, la maison était impeccable, plus propre qu'elle ne s'en souvenait. Chaque surface brillait, chaque tiroir était organisé. Pas de désordre, pas de chaos, aucune trace d'elle, sauf une. Sur la table basse de la véranda, la pièce qu'elle avait autrefois jugée trop rustique pour les invités, il y avait une seule photographie, une impression de leur début. Eux deux au bord du lac, tous deux bronzés et souriants, les têtes penchées l'une vers l'autre. Son côté à lui était découpé nettement. Pas déchiré, pas brûlé, juste enlevé comme s'il avait été excisé chirurgicalement. De la même manière qu'on retire une tumeur qui faisait autrefois partie du corps mais ne servait plus à rien. À côté, il y avait un mot. Manuscrit. Simple. Je n'avais pas besoin de vengeance. Juste de distance. Pas de salutation. Pas de signature. Pas d'instruction. Claire est restée là longtemps, agrippant le dossier du fauteuil en cuir usé comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle a fixé la photo, l'espace vide où son visage avait été, puis a regardé par la large fenêtre donnant sur le lac, s'attendant d'une manière ou d'une autre à le voir. Mais il n'y avait que de l'eau, calme, infinie, indifférente. Elle a traversé la maison comme un fantôme retraçant ses anciens lieux de hantise. La chambre avait encore des draps impeccables. La table de chevet, vide. Le placard avait des cintres, mais pas un seul vêtement. Même le tiroir où elle cachait le maquillage qu'elle jurait ne plus porter avait été récuré. Il l'avait effacé en retour. Dans la cuisine, elle a trouvé une seule tasse dans le placard, simple, noire, sans logo. Ce n'était pas l'une des leurs. Aucune ne l'était. Chaque article qu'ils avaient choisi ensemble, les assiettes artisanales, les verres à bord dorés, le panneau « Wine o'clock » avait disparu. Elle a ouvert les tiroirs, cherchant un fragment qui prouverait qu'elle avait encore une empreinte ici. Rien, pas même de la poussière. Claire s'est assise sur la terrasse arrière alors que le soleil commençait à descendre derrière les arbres. Le même endroit où ils s'asseyaient avec leur café le matin. Elle, faisant défiler son téléphone pendant que lui regardait l'eau comme si elle lui parlait dans une langue que lui seul comprenait. Elle regardait maintenant et la vue était la même, mais elle avait l'impression de n'en avoir jamais fait partie. Son reflet dans la porte vitrée derrière elle était faible. Ça ne lui ressemblait plus. Ça ressemblait à quelqu'un qui avait occupé cette vie brièvement, bruyamment, et sans écouter. Elle a relu le mot, cette fois à voix haute. Je n'avais pas besoin de vengeance, juste de distance. Il a atterri plus lourdement la deuxième fois. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une déclaration. Une vérité silencieuse et définitive. Il n'avait pas voulu gagner. Il voulait juste partir. Et il l'avait fait, sans crier, sans scène, sans lui accorder la dignité d'une dernière performance. Il ne restait rien à détruire, rien qu'elle puisse appeler sien, pas même sa colère. C'était toujours la chose sur laquelle elle comptait. Que peu importe jusqu'où elle le poussait, il tressaillirait. Il réagirait.
Il s'en soucierait. Mais le silence, c'était irréversible. Et ici, dans cette maison immaculée construite pour un avenir qui n'est jamais venu, Claire a enfin compris. Il ne l'avait pas abandonnée. Il était retourné à lui-même. Elle est restée assise là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Sans cligner des yeux, sans parler, juste en fixant le lac, à l'endroit où son reflet se trouvait autrefois.